Exposé oral à médicaments qui ciblent l'ARN et l'ADN. Une présentation dans le cadre du cours de biochimie des acides nucléiques à l'Université de Saint-Boniface. Chez la médecine, il y a une évolution constante d'innovation et de découverte qui révèle un domaine de recherche très transformatif de l'application des technologies de l'ARN et de l'ARN dans le traitement des maladies. Ces recherches, datant des années 1970 et 80, avec le début de la thérapie génique, ont reçu une hausse en intérêt suivant les séquelles de la pandémie de COVID-19. Ces thérapies ont tendance à viser les maladies qui ne peuvent pas être traitées par d'autres drogues plus conventionnelles, et ainsi, en faisant l'étude de la séquence de l'ARN, c'est possible de produire de nouvelles drogues pouvant manipuler l'expression ou l'activation de ces molécules qu'elles ciblent chez les matériels génétiques afin de manipuler leur action pour donner un effet voulu. Ainsi, les médicaments qui visent l'ARN et l'ADN sont des traitements innovatifs, notamment chez les cancers et les désordres génétiques. Quelques mécanismes d'intérêt chez le traitement de l'ARN comme cible thérapeutique incluent les ARN d'interférence, les oligonucléotides antisens, les vaccins ARN messagers, les modulateurs à petites molécules d'ARN, les antibiotiques qui ciblent l'ADN et les aptamères d'ARN. Les médicaments qui porteront intérêt à cette présentation aujourd'hui sont le patisiran, le givosiran, le nusinersen, eteplirsen, Pfizer, Branaplam, remdesivir, Ribocil, ciprofloxacin, rifamycin et pegatinib. On va aussi voir la présentation de quelques considérations éthiques avant de faire clos à la présentation. Les ARN d'interférence présentent une technique d'utilisation de petits segments d'ARN à double brin afin de faire l'inhibition de l'activité génique des ARN messagers. Elles sont obtenues par le clivage d'un morceau de l'ARN messager plus long par l'action d'une endonucléase 2 pour donner des segments de 21 à 22 paires de bases. Dans les cellules eucaryotes, elles sont complexées par des protéines ARN liantes, dont le TRBP, le PRCT et l'AGO2, ou le AGO2. Ces protéines font partie du complexe RISC, le complexe de l'inhibition induite de l'ARN. Lorsqu'un morceau de l'ARN d'interférence est lié au RISC, ce dernier est activé et on voit une régulation de la spécificité de reconnaissance des paires de bases intermoléculaires qui va être activée. Le mécanisme de la voie d'action des ARN interférences a deux possibilités. La première qui est le clivage direct de l'ARN cible. On va voir le clivage de l'ARN messager cible en deux fragments par le RISC qui est guidé par l'ARN d'interférence. Ceci fait en sorte que les fragments de l'ARN sont dégradés par des exonucléases et la traduction de la protéine est inhibée, comme présenté dans le schéma ci-dessous. On voit l'intégration de l'ARN SI, which is small interference, un petit morceau qui entre dans la membrane, qui va se complexer avec le complexe RISC, qui va l'ajouter à l'ARN complémentaire, et ainsi le clivage de l'ARN complémentaire va avoir lieu. Le deuxième mécanisme est la répression transcriptionnelle, où on observe la répression au niveau de l'ADN par les ARNI sans clivage direct de l'ARN. De là, ceci est fait par la formation de complexes protéiques pour mener à une réduction de la transcription de l'ADN en ARN messager qui va empêcher la synthèse de la protéine. La première utilisation clinique est chez le traitement du DMLA, qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Cette maladie cause la perte de vision, mais on voit aussi le développement de techniques de l'ARN interférence pour l'utilisation contre certaines infections virales, dont le virus de l'immunodéficience humaine, les hépatites B et C, en plus du virus respiratoire syncytial, qui est le RSV,
Quelques effets non voulus de cette méthode incluent l'activation des récepteurs TLR, de la réponse des interférences 1, son activation, en plus d'une compétition chez les composantes de la voie des ARN endogènes. Quelques médicaments de ce genre sont le patisiran, qui est le premier médicament à ARN interférence approuvé par la FDA en 2018. C'est une drogue qui est administrée par infusion intraveineuse et est utilisée pour le traitement de la polyneuropathie qui est associée avec l'amyloïdose transthyrétine médiée, qui est le type héréditaire chez les adultes. Elle cible l'inhibition de la synthèse hépatique de la transthyrétine. Donc, patisiran lui-même est un petit morceau d'un double brin d'ARN interférent qui est encapsulé par une nanoparticule lipidique contenant 2 excipients lipidiques. Un excipient désigne une molécule sans fonction active chez les symptômes cibles d'une drogue, mais qui ont un rôle chez le support des substances actives dans les médicaments. Dans la capsule lipidique, il y a des apolipoprotéines qui vont être reconnues par les récepteurs apolipoprotéine E dans les hépatocytes et la drogue va ainsi internalisée par endocytose. Ceci relâche les ARNI ceci va relâcher les ARNI de la capsule pour qu'elle soit traitée dans la cellule et va permettre sa liaison au complexe risque. Un hybride de l'ARNI va être relâché du complexe et l'autre devient la cible pour un ARNM complémentaire. Ce ARNM complémentaire de la transthyrétine va alors être clivé et rendu non fonctionnel. Donc, la figure ici démontre juste les 2 brins du morceau d'ARNI d'interférence de patisiran ainsi que son mécanisme d'action et l'entrée, comme j'ai décrit précédemment ici. Un deuxième exemple de médicament est le givosiran, qui est encore un ARN à double brin, mais cette fois qui est conjugué par N-acétyl-galactosamine. Cette drogue cible l'aminolévulinate synthase 1, le ALAS1, pour le traitement de l'AHP. L'AHP désigne la porphyrie hépatique aiguë, qui est une maladie génétique où on observe une surexpression du gène ALAS1, qui implique une déficience chez la voie de biosynthèse des intermédiaires de LEM dans les cellules hépatiques. Chez les patients atteints de cette maladie, il y a une accumulation toxique de l'acide aminolévulique ainsi qu'une accumulation de la porphobilonogène. Et cette activation est responsable d'attaques neurologiques. Les récepteurs acétylglycoprotéines sélectives aux glycoprotéines qui sont conjuguées par des GalNAc vont reconnaître le givosiran et ils vont permettre l'intégration de le médicament dans la cellule par l'endocytose encore. Le brin antisens est alors intégré dans le complexe risque et le ARNM complémentaire, dans ce cas complémentaire de ALAS1, va être clivé entre le nucléotide 918 et 937. Ceci permet une réduction des niveaux des intermédiaires de LEM neurotoxiques et on voit ensuite un rétablissement de leur concentration normale. Les oligonucléotides en ce sens, qui sont les ASOS abrégés, sont des fragments d'ARN synthétiques qui peuvent se lier à ARNM cible pour faire la modulation de l'expression des gènes cibles et de leur transférer via des appareillements de type Watson-Crick. Les ASOS sont des séquences d'ADN à simple brin d'environ 20 nucléotides qui induisent l'inhibition par 2 mécanismes principaux. Le premier qui est par le blocage de la transduction, qui est démontré dans la figure ici, où on voit que les ASOS se lient à le ARNM cible pour former un hybride d'ADN-ARN ou un hybride ARN-ARN, dépendant de l'ASOS utilisé. Et ceci empêche la fixation de l'ARN messager au ribosome et empêche ainsi l'initiation de la traduction pour réduire ou inhiber la synthèse de la protéine conséquente. Ensuite, le deuxième mécanisme, c'est par la dégradation de l'ARNM cible, où on voit qu'une fois que les ASOS sont liés,
on va voir qu'elles vont attirer des enzymes pour faire la dégradation de l'ARN. Un des exemples est la ribonucléase H, et ceci empêche aussi la traduction de l'ARN messager. Un exemple de médicament utilisé est le nusinersen, aussi connu comme Spinraza, qui est un médicament administré par injection intrathecale qui traite l'atrophie musculaire spinale. Ce désordre a lieu lors d'une mutation présente chez le Surviving Motor Neuron, qui est abrégé comme SMN, sur le chromosome 5. Ceci résulte en une production d'un ARNM sans exon 7, et ceci mène à la destruction de la proportion de protéines SMN produites à pleine taille, qui sont la protéine fonctionnelle, et conséquemment, on voit une progression de faiblesse musculaire et de l'atrophie musculaire. Donc, nusinersen se lie à une région spécifique du SMN pré-ARM muté pour modifier son épissage. Donc, dans la figure, on présente l'exemple dans le SMN1 gène où la mutation est présente, et dans le SMN2 gène où, une fois qu'on ajoute le médicament, l'épissage de l'exon 7 a lieu, et on produit une protéine qui est fonctionnelle. Donc, le nusinersen se lie à une région spécifique pour modifier l'épissage, et en se liant, elle fait la promotion de l'inclusion de l'exon 7 dans le transcrit final, et ceci fait en sorte qu'on réduit la production des SMN qui sont plus courts et non fonctionnels, et réduit l'apparition des symptômes. Ensuite, un deuxième exemple est le eteplirsen, qui est un médicament utilisé pour le traitement du désordre génétique de la dystrophie musculaire du Duchenne, qui est le DMD. Chez le DMD, on observe des mutations chez le gène de la dystrophine qui mènent à une diminution de la protéine dystrophine fonctionnelle. Dans le cas d'un patient en santé, on va voir la transcription du pré-ARNM qui fonctionne bien. On voit tous les exons qui sont présents, et il y a la dystrophine, la protéine de la dystrophine qui produit est fonctionnelle, tandis que dans un patient atteint de DMD, il y a une mutation sur l'exon 51, et une fois que cet exon est transcrit, on voit que là, il n'y a pas de production de dystrophine. L'épissage est fait de tout le gène. Et la personne va viser l'exon 51 du pré-ARNM de la protéine, et elle va empêcher qu'elle soit transcrite. Et une fois qu'elle empêche sa transcription, la protéine dystrophine est encore produite. Elle est juste plus courte, mais elle est encore fonctionnelle. Les vaccins ARNM messagers fonctionnent en utilisant un brin d'ARN messager synthétique qui encode pour une protéine pathogène afin d'induire la production de protéines pouvant initier une réponse immunitaire chez l'hôte. L'ARNM messager est délivré dans le corps par endocytose de la nanoparticule lipidique, où il va entrer dans le cytoplasme pour être utilisé pour produire la protéine cible par l'action des ribosomes. Cette protéine est alors exprimée à la surface de la cellule ou relâchée dans le corps afin que les cellules présentatrices d'antigènes puissent la reconnaître et qu'ils soient reconnus par le système immunitaire, et pour que le corps produise des anticorps spécifiques à l'antigène. Ceci est pour immuniser le patient contre ce pathogène. Pour les vaccins de COVID-19 comme Pfizer, on voit que l'ARNM messager utilisé pour le traitement est l'ARNM qui code pour la protéine Spike du virus SARS-CoV-2, la COVID, et cette protéine va interagir avec les récepteurs ACE2 chez les cellules humaines afin de permettre son entrée dans le cytoplasme. Donc, une fois que le patient est pré-immunisé, cette protéine va être reconnue par le système immunitaire, et il va moins capable d'infecter l'hôte. Ça réduit son efficacité. Les modulateurs à petites molécules d'ARN sont des petites composantes chimiques qui interagissent directement avec l'ARNM pour influencer sa régulation de sa fonction, sa stabilité, son repliement, son épissage ou sa transcription.
Branaplam est un autre médicament qui est conçu pour traiter l'atrophie musculaire spinale en ciblant l'augmentation de la protéine SMN fonctionnelle, mais qui a un mécanisme différent de celle qui a été présentée lorsqu'on a parlé de nusinersen. Branaplam est une petite molécule qui est administrée par la voie orale et donc peut faire l'altération de l'épissage de l'axone 7 du pré-RNM de la protéine SMN2 de cette manière. Il y a aussi certaines études qui existent pour démontrer que le Branaplam peut être utilisé pour réduire les niveaux de la protéine HTT mutante dans les modèles animaux chez la maladie de Huntington, qui pourrait être assez intéressant de continuer dans ce domaine de recherche. Ensuite, il y a Remdesivir, qui est un médicament antiviraux qui arrête la propagation du virus de la COVID-19. Sa forme active agit comme un analogue nucléoside qui fait l'inhibition des ARN polymérases, ARN dépendantes du virus. Et cette drogue est métabolisée dans les cellules afin de produire cet analogue, qui est l'analogue Remdesivir triphosphate, qui va être utilisé par les ARN polymérases. Et on va voir son incorporation de la composante Remdesivir monophosphate au produit. Une fois qu'elle est incorporée chez les ARN polymérases, on va voir que le complexe est capable d'étendre l'ARN par 3 nucléotides, mais qu'ensuite, son action va être complètement arrêtée. Ensuite, il y a le médicament Ribocil, qui est un agent antibactérien qui va se lier à l'enzyme synthase riboflavine pour empêcher son action catalytique de la dernière étape de la biosynthèse de la riboflavine. Ceci est fait en faisant l'inhibition de la conversion de l'intermédiaire précurseur, le 6,7-diméthyl-butyl-ribotylumazine, en riboflavine, qui est la vitamine B2. Sans cette composante clé, on va voir l'effondrissement du métabolisme bactérien. Les antibiotiques qui ciblent l'ADN agissent en inhibant les enzymes essentielles pour la réplication, la transcription ou la réparation de l'ADN chez les bactéries. 2 classes d'exemples d'antibiotiques qui ont une composante moléculaire plus petite. Il y a les fluoroquinolones, comme la ciprofloxacine, et la levofloxacine. Donc, les fluoroquinolones font l'inhibition de la gyrase bactérienne ainsi que de la topoisomerase 4 afin d'empêcher la réplication cellulaire et combattre plusieurs infections bactériennes, dont les infections urinaires, respiratoires, gastro-intestinaux, celles de la peau, ainsi que le traitement de la pneumonie communautaire et la prostatite. La rifamycine cible l'ARN et l'ARN polymérase afin d'empêcher la transcription. On va voir qu'elle va se lier au niveau de la couche bêta de la sous-unité bêta pour faire l'inhibition de l'élongation de l'ARN en empêchant l'action de l'ARN polymérase. Ce blocage va donc arrêter la production de tout ARN transcrit. Les aptamères d'ARN, chez le traitement de l'ADN, les aptamères peuvent se lier à des protéines régulatrices de la transcription, par exemple des facteurs de transcription ou des ARN polymérases. Et ceci est fait afin d'empêcher la transcription de l'ADN en ARN. On voit que les aptamères peuvent être utilisés pour induire des changements chez la conformation de l'ADN par des interactions avec des structures secondaires ou par des complexes de régulation de la chromatine afin de réduire son accessibilité pour la transcription, la réplication et la réparation. Les aptamères peuvent aussi se lier à des hélicases ou à des polymérases afin de faire l'inhibition de leur activité. Et dans le cadre des infections virales, les aptamères peuvent se lier à des protéines virales spécifiques afin de bloquer la propagation du virus. En se liant à des ARN cibles, les aptamères peuvent induire la stabilisation ainsi que la dégradation de ce composé via des mécanismes de stabilisation ou d'activation de dégradation médiés par des NMD. Un médicament qui est encore en cours d'évaluation pour les traitements, pour ce type de traitement, est le pegaptanib, qui est une drogue qui cible le facteur endothélial de croissance vasculaire qui est lié à la DMLA et ainsi chez d'autres maladies oculaires. Le pegaptanib est un aptamère d'ADN qui va se lier de manière
très spécifique à l'isoforme VEGF 165 du facteur de croissance. Et c'est l'isoforme qui est le plus impliqué chez l'angiogénèse et la perméabilité vasculaire aberrante. La tamère va se lier à la région C-terminale de la séquence de la liaison du récepteur VEGF 165 et ceci va bloquer l'interaction de cette isoforme à ces récepteurs qui sont sur les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins et ceci fait l'inhibition de son action. Ces différents mécanismes de traitement par médicaments ARN ou ADN ont plusieurs applications chez les maladies, en plus de celles qui ont déjà été présentées comme action. Mais on voit aussi l'application chez les tumeurs cancéreuses, dont le cancer du sein, des poumons, du côlon et du rectum, en plus de chez les traitements des glioblastomes. Chez les traitements d'autres désordres hérités que je n'ai pas présentés, dont l'hémophilie ou la fibrose kystique. Il y a aussi des applications chez les maladies monogéniques, neurodégénératives et auto-immunes. C'est aussi important de noter quelques considérations éthiques. En raison de la nouveauté de certaines de ces technologies, les effets à long terme ainsi que le contrôle éclairé et la manipulation génétique et le reste de modification du génome sont pas encore complètement compris ou complètement évalués. Et donc, c'est important de continuer à noter les patients et à noter s'il y a des réactions adverses ou s'il y a de l'indice d'effets secondaires dans des régions du génome non ciblées, non désirables. Chez l'éthique de l'utilisation, ces thérapies, il y a toujours l'idée de l'étiqueté et comment ce sont des ressources qui ne sont pas disponibles à la population, surtout à les populations plus pauvres ou dans des régions moins développées. Et en plus, les bénéfices versus les risques pour la société qui doivent être évalués de manière sociale. En conclusion, les médicaments ciblant l'ARN et l'ADN offrent une approche prometteuse pour traiter les maladies génétiques, les cancers et les infections virales. Ceci est fait en agissant directement sur le matériel génétique. Ainsi, on peut voir que ces thérapies sont capables de corriger des mutations ainsi que de bloquer des expressions des gènes nuisibles ou perturber la réplication des pathogènes. Bien que les traitements à base d'ARN et à base d'ADN bien qu'ils montrent comme un très grand potentiel, il y a beaucoup de défis tels que la méthode de livraison et la sécurité qui demeurent en question. Mais avec le progrès de la recherche, ces thérapies pourraient révolutionner la médecine et offrir de nouveaux traitements pour des conditions jusqu'alors intraitables. Et voici toutes mes références.